Bonjour Élie, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, bonjour, je suis Élie Lekemener, donc je travaille actuellement à l'INRAE au laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne. Mon parcours, donc je suis un physicien de formation, j'ai fait l'école normale supérieure à Lyon, mais j'ai fait un parcours en mixte physique-biologie. Ensuite j'ai fait un master 2 interface physique-biologie. Et alors c'est là où j'ai dû choisir. En fait, on faisait 2 stages à la fin du master, un en physique, un en biologie. Et j'ai donc fait un stage en physique, plutôt en modélisation neurosciences, et un stage en biologie, en phylogénie moléculaire. Et il se trouve qu'au départ, j'avais envisagé de faire ma thèse plutôt en neurosciences. Et puis il se trouve que pour des raisons d'encadrement qui ne collaient pas, finalement je suis parti en phylogénie moléculaire. Donc j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur en phylogénie moléculaire. Et après la thèse, j'ai fait un premier postdoc à ce qui s'appelait CEMAGREF à l'époque, qui est devenu RSTA puis INRAE maintenant, sur la modélisation des écosystèmes microbiens de dépollution avec une approche thermodynamique. Et j'ai fait ensuite un deuxième postdoc au même endroit, entre-temps c'était devenu RSTA, sur les systèmes bioélectrochimiques pour la bioraffinerie des déchets en gros. Et voilà, donc en 2016, j'ai été recruté à l'INRA à l'époque, au LBE, et maintenant INRAE depuis 2020. Ok, et tu travailles sur quoi alors? Et maintenant, oui, donc maintenant je travaille sur la modélisation des interactions dans les écosystèmes microbiens de bioprocédés. Du bioprocédé en général ou Donc bioprocédés, ici on travaille sur le traitement des déchets et de l'eau usée, des eaux usées. D'accord. Voilà. Et vous cherchez quoi alors? Donc au LBE, on cherche du coup à traiter et valoriser les déchets et les eaux usées. Donc la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des systèmes dans lesquels il y a plein de micro-organismes différents parce que en fait, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que les déchets ils sont contaminés avec plein de micro-organismes, les eaux usées aussi. Et donc le but, c'est d'arriver à les piloter pour traiter le déchet et valoriser la matière organique si possible. Donc c'est un peu le concept ce qu'on appelle la bioraffinerie environnementale. D'accord. Et quand on parle de valoriser, c'est en faisant quel genre de choses? Donc la valorisation, historiquement, l'expertise du LBE, par exemple, c'est la méthanisation. Donc la matière organique, si on la met en tas et qu'on prive le système d'oxygène, les micro-organismes ils vont dégrader la matière et ils vont produire du gaz. Et ce gaz, on peut le brûler, et donc ça permet de produire de l'énergie ou de la chaleur, de l'électricité si on fait de la génération avec une turbine. Donc voilà, ça c'est une façon de valoriser. Donc ça c'est un peu ce qu'on sait faire. Et voilà, maintenant on cherche aussi des nouveaux procédés pour valoriser. Ça peut être des molécules. On peut chercher à différentes étapes de traitement des déchets à extraire des molécules, par exemple, pour les valoriser. Ensuite, ça peut être des molécules simples ou complexes qui peuvent être utilisées pour divers usages. Après, c'est en évolution parce qu'en fait actuellement, ce qui est issu du déchet peut pas servir à n'importe quoi. Donc il y a tout un contexte législatif aussi qui évolue. Donc, voilà. Et par exemple, on peut les utiliser pour quel type de choses? Alors ça, je ne sais pas précisément. Par exemple, là, on se posait la question, est-ce qu'il est possible d'utiliser les microalgues qui ont poussé sur des déchets pour faire de l'alimentation animale? Et en fait, je n'ai pas la réponse à la question, parce que visiblement, il y a des projets européens qui le font, donc ça veut dire qu'il y a quelque part la législation européenne qui le permet. Mais à d'autres gens à qui j'ai posé la question, ils avaient l'air de dire qu'en France, c'est pas possible, donc j'imagine... voilà, ça dépend du contexte du pays en question et tout ça. Donc là, tu disais que tu travailles sur le retraitement des eaux usées. Je ne suis pas très bien familier avec ça, et une fois que les eaux usées, on va dire, vous les avez traitées, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles repartent Oui, alors, c'est pas ma spécialité non plus, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais en gros, donc le traitement des eaux usées, c'est typiquement ce qui se passe dans les stations de traitement des villes. Donc les eaux arrivent à la station, il y a différents bassins de traitement, et normalement, une fois que l'eau est propre, traitée, elle retourne à la rivière. D'accord. Voilà. Et donc, toi là-dessus, je suppose que tu fais des modèles, puisque c'est ce que tu faisais jusqu'à maintenant, et tu fais des modèles à propos de quoi? Alors du coup, moi je vais m'intéresser plus précisément à ce qui se passe au niveau des écosystèmes microbiens, parce que donc dans tous ces procédés-là, le moteur c'est les microbes, c'est eux qui vont dégrader la matière organique, transformer les molécules. Et donc ce qui est complexe, c'est que
on est face à une grande diversité de microbes dans ces procédés. Et si on veut essayer d'orienter un peu les processus, voilà, il faut arriver à comprendre ce qui se passe, et ensuite on fait des modèles donc, qui servent à comprendre et pour piloter finalement le procédé, pour essayer de orienter les fermentations dans un sens, produire des molécules. Voilà. Donc c'est des modèles à destination de pilotage. Oui. Pour l'instant, c'est plutôt des modèles pour vérifier si on comprend bien ce qui se passe. D'accord. Mais in fine, le but c'est de piloter. Ouais. Et c'est quel type de modèle? Alors ça dépend un peu de quel genre de procédé on regarde. Donc dans la digestion anaérobie classique, on a de la matière complexe. Au début, elle est hydrolysée, puis elle est fermentée, puis il y a la production d'acide, puis une production de méthane. Donc les modèles classiques, c'est des modèles avec des équations différentielles, on considère en gros 4 grandes transformations, hydrolyse, fermentation, production d'acide, méthanogénèse. Et donc pour chacune, on a un compartiment qui est décrit par une équation en gros. D'accord. Et donc ça, c'est des modèles un peu classiques pour le traitement des déchets. Moi là-dessus, ce que j'apporte ici, c'est entre autres les contraintes thermodynamiques par exemple. Donc ça, par ailleurs, il y a des gens qui ont conceptualisé comment on fait un bilan thermodynamique au niveau des micro-organismes et comment on peut utiliser ça pour contraindre les modèles de bioprocédés. Et aussi pour prédire éventuellement des rendements, des choses comme ça. En fait, c'est lié fondamentalement à... visiblement, il y a un peu tous les micro-organismes qui fonctionnent un peu de la même façon, ce qui fait qu'on retrouve à peu près les mêmes rendements dans les mêmes conditions, quel que soit le type de micro-organisme qu'on regarde. Donc ça veut dire que si on prend un déchet et qu'on le fait fermenter et qu'on fait du méthane, on est à peu près capable de prédire, en sachant grosso modo c'est quoi le déchet, sans savoir les micro-organismes qui vont faire la transformation, on est capable de prédire à peu près le rendement en termes de méthane et en termes aussi de biomasse qui va se former, c'est les micro-organismes qui vont pousser, quoi. Et donc ça, c'est des questions aussi qui m'intéressaient à l'origine, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'optimisation qui s'est fait au cours de l'évolution dans les micro-organismes et qu'il y a des grandes efficacités qui sont conservées dans toutes les bactéries archéo-eucaryotes. Qu'on retrouve comme ça et qui permettent de prédire un peu des choses comme ça, des rendements. Si je comprends bien, en fait, quel que soit le micro-organisme, plus ou moins, il est soumis aux mêmes contraintes thermodynamiques. Ouais. Et donc, globalement, les grands rendements sont à peu près les mêmes, même si, par exemple, les détails des voies métaboliques peuvent être différents. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, par contre, ça dépend en gros essentiellement non pas du micro-organisme, mais de la chimie, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise un accepteur d'électrons qui est l'oxygène, ou est-ce qu'il fait de la fermentation, c'est-à-dire sans oxygène, des choses comme ça. Donc ça change complètement la thermodynamique du système en termes d'énergie. Ouais. Et donc ça change les rendements, mais ça dépend pas trop du type de micro-organisme. D'accord. Donc, mais si je comprends bien, dans votre système, vous avez donc la matière première, vous la traitez pour la purifier, donc après il y a de l'eau qui en ressort. Ouais. Il y a les déchets que vous essayez de valoriser, par exemple pour... faire pousser des microalgues et nourrir des animaux, ouais. Mais la biomasse, justement, les microalgues ou la biomasse, par exemple, des micro-organismes dont tu parles, qu'est-ce qu'elle devient, elle? Alors, ça dépend. Donc, les microalgues, typiquement, il y a des questions. Alors, l'avantage des microalgues, c'est que, en général, c'est une biomasse assez homogène. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut potentiellement faire avec. On peut extraire des pigments, et on peut essayer de les transformer pour en faire de la nourriture animale, des choses comme ça. Après, plus généralement, par exemple dans les stations d'épuration, il y a des boues qui sont en fait la biomasse, entre autres. Puis il y a plein de choses mélangées, mais entre autres, il y a les micro-organismes qui sont là. Et donc ça, c'est valorisé soit ça peut être méthanisé en mélange avec d'autres déchets, soit ça peut être épandu, si je ne me trompe pas, donc ça sert de valorisation en termes d'engrais organiques, quoi. Donc en fait, vous ne séparez pas vraiment ce qui va rester de l'épuration de la biomasse micro-organisme, ça reste un tout, quoi. Ouais, en fait, disons il faut que la qualité d'eau en sortie soit bonne, donc ça, il y a des critères. Après, il y a les boues, ça c'est un peu un déchet entre guillemets de la station d'épuration. Ça, ouais, c'est plein de choses mélangées, des micro-organismes avec des molécules complexes et des choses comme ça. D'accord. Ouais. Et donc là, tes modèles, toi, je suppose, qui cherchent donc à piloter, c'est-à-dire que vous essayez de jouer sur certaines contraintes pour orienter, par exemple, plus de méthane? Alors moi, je travaille pas trop sur la méthanisation. Moi, je travaille du coup plutôt maintenant sur soit des systèmes bioélectrochimiques, donc dans lesquels on rajoute des électrodes dans le système pour justement piloter,
En plus, je trouve que c'est assez fascinant d'un point de vue interface physique-biologie, parce que c'est des micro-organismes qui sont capables d'échanger des électrons avec des électrodes, et donc il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Donc dans ce cas-là, on ne produit plus de méthane quand on fait ce genre de choses. Enfin, on peut, mais là, nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On peut faire plutôt soit de l'hydrogène, soit des molécules qui pourraient être des molécules de type soit des acides simples, soit des alcools, soit un peu pour aller vers des biocarburants ou des bioplastiques ou des choses comme ça. D'accord. Soit on s'en sert d'une autre façon pour piloter, pour essayer d'avoir un levier pour piloter les fermentations, pareil, à nouveau pour produire des acides, certains acides ou certains alcools ou des molécules qu'on peut valoriser par ailleurs, parce que c'est des molécules qui vont servir pour la chimie. Alors là, tu as évoqué en fait que les micro-organismes allaient interagir avec des électrodes, donc avec de l'électricité, et comment tu peux m'en dire plus, comment ça fonctionne un peu? Alors, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en gros depuis les années 2000. Alors il y avait un peu des preuves de ça depuis le début du XXe siècle, mais en fait ça s'est vraiment développé dans les années 2000. En gros, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des micro-organismes qui sont capables d'interagir avec des électrodes et de dégrader la matière organique et d'utiliser l'électrode comme accepteur d'électrons, ce qui fait qu'en gros le bilan c'est ils mangent la matière organique et ils produisent de l'électricité. D'accord. Et donc, alors ça c'est juste ce qui se passe à une électrode. Donc dans un système électrochimique, il y a toujours deux électrodes. Il y a une anode où il y a une réaction d'oxydation et une cathode où une réaction de réduction. Donc la dégradation du déchet, c'est à l'anode, c'est l'oxydation. Et donc, en fonction de ce qui se passe à l'autre électrode, la cathode, donc il y a différents procédés. Si on a, par exemple, la réduction de l'oxygène, ça fait une pile, parce qu'en fait, d'un point de vue thermodynamique, c'est favorable. Donc, si on arrive à coupler l'oxydation de la matière organique à la réduction de l'oxygène, on peut produire du courant à partir du déchet directement. Et réciproquement, si à l'inverse on fait par exemple la réduction de l'eau en hydrogène, donc là ça devient un électrolyseur, on est obligé de fournir un peu de puissance électrique, mais du coup on utilise l'énergie dans le déchet et on rajoute un peu d'énergie pour produire de l'hydrogène à partir du déchet. D'accord. C'est les deux grandes catégories. Okay. Mais quand on produit l'électricité, on produit des grandes quantités d'électricité. Ça pourrait être utilisé pour produire de l'électricité vraiment ou pas du tout? Alors, c'est pas un terme de quantité, c'est un problème de puissance en fait. C'est un problème de puissance. C'est-à-dire que dans les systèmes électrochimiques, il y a le courant, c'est la vitesse à laquelle les électrons passent, et il y a la différence de potentiel entre les deux électrodes. Et le produit des deux, ça fait la puissance, et c'est la puissance qui compte pour ensuite faire marcher nos appareils. Parce que, en fait, en soi, le produire de l'électricité, produire du courant à partir du déchet, ça peut produire pas mal de courant. Mais en fait, ça produit pas mal de courant, mais avec des différences de potentiel assez faibles en général, typiquement dans les piles, dans les biopiles. Et donc, en fait, les puissances sont faibles, et donc, en fait, on ne peut pas vraiment alimenter nos appareils de tous les jours avec ça. Donc pour l'instant, les utilisations de ça, c'est vraiment des utilisations de niche. Donc ça peut être soit pour alimenter des capteurs en mer qui ont besoin d'électricité, mais d'un tout petit peu d'électricité, et pour lesquels on ne veut pas mettre par exemple des piles dedans parce que ça ne va pas durer assez longtemps. On n'a pas de lumière pour mettre un panneau photovoltaïque, donc typiquement des capteurs enterrés ou dans les sédiments marins, on peut les alimenter avec ça, ça marche. Il y a des utilisations, par exemple, qui sont plus amusantes, c'est on peut valoriser l'urine comme ça, donc sur des festivals, ils mettent dans les urinoirs, ils mettent des piles pour valoriser l'urine en électricité, et ça permet en gros d'allumer des LED au-dessus des toilettes. Au-dessus des toilettes, voilà. D'accord. Et donc en fait, c'est plus intéressant si on veut produire de l'électricité, de produire de l'hydrogène ou du méthane, et ça, d'utiliser des turbines. Oui. Après, c'est lié au développement de la technologie, donc c'est aussi pour l'instant, actuellement, c'est surtout limité par ce qui se passe à la cathode dans ces systèmes-là, en fait. Et donc, si à un moment on arrive à optimiser ça, peut-être, ça pourrait être utilisé pour produire de l'électricité, mais actuellement, avec les technologies qu'on connaît, c'est, par exemple, la méthanisation, c'est un peu la technologie phare, et ça marche bien. C'est robuste et ça coûte pas trop cher et voilà, on peut produire de l'électricité avec, alors que pourtant on a des grosses pertes au moment de la cogénération quand on veut produire de l'électricité typiquement, mais c'est quand même mieux. D'accord. Tu as commencé à parler de ça, la sensibilité électrique, en parlant de levier pour piloter. Quel autre type de levier vous avez que vous pouvez agir? Alors nous, dans les réacteurs classiques, dans les bioprocédés, c'est la température. On peut sur la température, le temps de séjour, c'est-à-dire le flux de liquide en gros dans le réacteur.
le pH, on peut contrôler le pH. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors après, on joue sur les conditions aérobie, anaérobie, est-ce qu'on met de l'air ou pas d'air. Donc ça va jouer sur les conditions redox. Voilà, mais sinon, on n'a pas 36 leviers, donc on est toujours content quand on trouve un nouveau levier pour piloter l'écosystème. Et donc toi, si j'ai bien compris, les modèles que tu essaies de développer, c'est des modèles qui vont essayer de prédire, en jouant sur tel ou tel levier, on va réorienter le phénomène vers telle direction ou telle direction. Ouais. Donc si on veut faire plus de méthane, il faut pousser ce levier-là. Ouais, typiquement, on sait, ça sur le méthane, historiquement, on sait qu'il faut travailler par exemple à 35 degrés. Ça favorise les méthanogènes qui vont... Parce qu'en fait, dans la production de méthane, c'est les méthanogènes qui limitent toute la cinétique de production. Et donc, si on veut être efficace, il faut travailler à 35 degrés pour favoriser ces micro-organismes-là. Voilà. Et donc là, nous, on s'intéresse plutôt à essayer de piloter les fermentations, par exemple. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire parce que c'est... Donc, il y a un mélange de micro-organismes qui peuvent faire différentes choses. Et en plus, chaque micro-organisme peut changer les différentes molécules qu'il produit en fonction des conditions du milieu. Et donc là, c'est là que se jouent les interactions aussi entre micro-organismes. Et donc moi, j'ai été aussi précisément recruté pour ça, pour aussi essayer d'intégrer dans ces modèles comment se jouent les interactions entre les micro-organismes dans les écosystèmes. Donc si je comprends bien, en fonction des différents leviers, vous avez non seulement modifié le comportement de chacun des micro-organismes entre eux, mais probablement leurs interactions les uns avec les autres. Ouais, c'est ça. Et donc la sortie globale. C'est ça. Et vous essayez de décortiquer tout ça. Voilà. D'accord. D'où le fait d'utiliser des modèles pour... Voilà. Et puis donc pour la modélisation, il y a différentes approches. Après, pour l'instant, on est plutôt à une étape où on essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc après, in fine, une fois qu'on aura compris ce qui se passe, on espère pouvoir ensuite avoir des leviers justement pour jouer sur telle interaction pour produire tel type de molécules. Et vous arrivez à bien identifier ce qu'il y a dans vos boues, puisque comme tu disais, elles arrivent déjà avec des micro-organismes propres? Oui, alors ça... oui et non, c'est-à-dire que maintenant on a des technologies disponibles pour séquencer donc un peu des marqueurs de micro-organismes. C'est assez facile d'obtenir une espèce de catalogue. Mmh. Donc par contre, on a beau avoir un catalogue, on ne sait pas forcément précisément qui fait quoi. C'est-à-dire que maintenant on arrive à séquencer, donc on a des séquences d'ADN qu'on peut comparer aux banques de données, ça nous donne un nom pour l'organisme. Mais ensuite, Finalement, il y a peu de choses qui sont vraiment caractérisées très précisément en termes de diversité microbienne. Et donc nous, la plupart des micro-organismes qu'on retrouve dans nos déchets, ils sont peu caractérisés, donc on ne sait pas très bien quel est leur métabolisme, tout ça. Et donc ça ne nous aide pas beaucoup pour ensuite faire des modèles pour... D'accord. D'où le fait de ces lois de thermodynamique qui sont à peu près respectées partout. Ouais. Et donc ça marche typiquement très bien pour la méthanisation, parce que, en fait... si on met du déchet et qu'il n'y a pas d'accepteur d'électrons, en fait, toute l'énergie qui peut être retirée du déchet, c'est ultimement de produire du méthane, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si on met du déchet en tas, qu'il n'y a pas d'accepteur d'électrons, pas d'oxygène, pas de nitrate, des choses comme ça se dégrade, ça produit du méthane, si on attend suffisamment longtemps. Et ça, c'est typiquement piloté par la thermodynamique, parce que tu ne peux pas faire mieux que du méthane dans ces conditions-là. Et donc ça marche bien pour ça, mais par exemple... La thermodynamique là, elle va être efficace pour prédire ça, mais elle va pas être efficace pour les fermentations, c'était l'autre chose que je mentionnais, parce que, en fait, typiquement, les différentes voies de fermentation produisent différents produits, mais en termes thermodynamiques, il n'y a pas vraiment de différence entre ces produits-là, donc ça se joue sur autre chose, ça peut se jouer sur des interactions, enfin, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas très bien. D'accord. Dans les leviers dont on évoquait, par rapport aux micro-organismes, est-ce que vous pouvez contrôler par exemple la population de micro-organismes en enlevant certains ou en ajoutant certains? Alors, en ajoutant, on a essayé, c'est ce qu'on appelle la bio-augmentation. Typiquement, on identifie un micro-organisme qui produit une molécule qui nous intéresse, on se dit tiens, on va l'ajouter dans notre mélange et peut-être que ça va permettre d'augmenter la production de cette molécule-là. En général, ça ne marche pas bien. Parce que, en fait, on est face à des écosystèmes qui sont très complexes et très résilients. Donc, en fait, du coup, quand ils sont résistants à l'invasion d'un nouveau micro-organisme, donc on essaie de mettre un nouveau, souvent, il ne prend pas, parce qu'en fait, il y a justement des interactions, plein de choses qui se jouent au niveau de l'écosystème, qui fait qu'on a du mal à rajouter des micro-organismes dedans. En enlever, je crois pas. Je crois pas qu'on sache faire ça. C'est probablement compliqué. Après, ce qu'on peut faire par contre, c'est que on peut faire des chocs sur l'écosystème pour essayer de le modifier. Typiquement, on sait que
si on prend un déchet et qu'on le traite thermiquement, c'est-à-dire qu'on le chauffe pendant un certain temps, il y a certains micro-organismes qui vont mourir et d'autres qui vont survivre, parce qu'ils sont capables de sporuler, typiquement ils résistent à la température. Donc ça, c'est une façon un peu de simplifier l'écosystème, et donc pour produire de l'hydrogène, par exemple, c'est une option. Mais donc c'est un peu brutal. C'est pas... D'accord, très bien. Et pour terminer sur ton sujet de recherche, est-ce que tu aurais un de tes derniers résultats à partager, un truc que tu trouves intéressant à dire? Oui, je pense sur les systèmes électrochimiques. En fait, ce qu'on a découvert aussi avec les systèmes bioélectrochimiques, c'est que non seulement les microbes étaient capables de transférer des électrons vers les électrodes, mais en plus, ils transfèrent des électrons entre eux, ce qui était jusqu'à présent pas trop connu. Alors, ce qui était connu, c'est qu'ils étaient capables de transférer des électrons sous forme de molécules. Par exemple, l'hydrogène, c'est un vecteur de transport d'électrons dans les écosystèmes, anaérobie. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils sont capables de transférer des électrons directement. Donc, ils peuvent faire soit des petits câbles, soit être en contact direct, soit via des matériaux conducteurs. Et donc, ils sont capables d'échanger des électrons comme ça. Et donc ça change pas mal la façon dont on conçoit justement les métabolismes dans les écosystèmes anaérobies. Et nous, ce sur quoi on a travaillé là, c'est en gros ces 3-4 dernières années, c'est sur comment ça se passe dans le cadre des fermentations, par exemple. Parce que ce que les gens avaient décrit jusqu'à présent, c'était comment ça se joue pour disons, deux micro-organismes qui font une syntrophie, c'est-à-dire qui ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Donc il y en a un qui mange une molécule qui produit des électrons, l'autre a besoin des électrons, il a un accepteur d'électrons, et tous les deux vivent ensemble, et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, parce qu'en gros, ils ont besoin de partager leurs électrons pour vivre. Donc ça, du coup, ça commence à être assez bien connu. Mais nous, ce qu'on a étudié, c'est plutôt comment il y en a qui peuvent parasiter d'autres organismes. Par exemple, dans une fermentation, il peut y avoir une bactérie qui fermente un sucre, et elle produit tout un tas de métabolites, et il peut y avoir une autre bactérie qui va dégrader un des produits, et refiler ses électrons à la première. Et en fait, ça va être négatif pour celle qui est en train de faire sa fermentation, la première bactérie. Et donc, c'est une sorte de parasitisme électronique. D'accord. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et en plus, on se rend compte que c'est probablement un phénomène qui est présent dans plein d'écosystèmes et qu'on ne connaît pas très bien. Donc, en fait, les interactions médiées par l'échange d'électrons entre micro-organismes. C'est ça. D'accord. Merci. En plus de parler de ton sujet, j'aime bien aussi évoquer des sujets un peu plus génériques sur le monde de la recherche en France. Et donc, justement, en ce moment, on discute pas mal de du nouveau projet de loi pour la recherche. Est-ce que tu as suivi un peu ça et est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Oui, alors, oui, j'ai suivi ça, donc j'imagine forcément, comme la plupart des chercheurs. Donc, c'est la loi LPPR, donc loi pluriannuelle pour la programmation de la recherche, qui vient juste de changer de nom pour devenir la loi de programmation pour la recherche, ce qui n'est pas un très bon signe, parce que l'avantage du pluriannuel, c'est que ça donnait un calendrier, et maintenant on ne sait plus trop. Donc, je sais pas, pour résumer, en gros, cette loi, c'est... l'idée, c'est de donner donner un peu, justement, au départ, un calendrier du budget de la recherche et de comment ça va... et comment le système de recherche va changer. Il y a plein de choses dans cette loi. Il y a donc de l'argent qui est pour l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche, qui sert à financer les projets. Donc un des points négatifs de l'ANR, alors je sais pas, peut-être il faut que je refasse un peu l'histoire. Donc l'Agence nationale de la recherche, c'est une agence qui donne de l'argent pour les projets de recherche. Ouais. Et elle a été créée en 2005, si je ne me trompe pas. Et ensuite, elle a vraiment pris de l'ampleur sous le gouvernement de Sarkozy de 2007 à 2012. Donc, en fait, c'est une des sources essentielles du financement de la recherche en France. Et donc, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils écrivent des projets à l'ANR, en réponse à des appels à projets de l'ANR. Et donc, l'ANR ensuite classe les projets et finance les meilleurs. Et donc, ça marche bien tant qu'il y a assez d'argent pour le faire, et ça marche moins bien quand il y a moins d'argent. Et donc, il se trouve que le taux de succès à l'ANR a chuté assez follement depuis les débuts. Je sais pas, ça a dû démarrer à 30% de taux de succès, maintenant on est à 8%, quelque chose comme ça. Autour de 12, ça vient autour de 12. Ouais, peut-être 12. Et donc, ça devient un peu compliqué, parce qu'en gros, ça veut dire qu'il y a plein de bons projets qui ne sont pas financés. Donc, ça commence à être un peu la loterie. En gros, on écrit 10 bons projets pour en avoir un de financé. Et donc c'est pas très efficace en termes de façon de financer la recherche. Et donc là, un des volets de la LPPR, la loi,
c'était de donner plus d'argent à l'ANR, donc ça, a priori, c'était plutôt une bonne nouvelle. Sous réserve qu'on... Notamment, une grande partie de la contestation qu'il y a contre la loi, c'est pas tellement en fait, c'est qu'elle change pas la situation. C'est-à-dire que globalement, jusqu'à maintenant, quasiment tout passé par l'ANR, et avec la loi, ça va être encore plus le cas. Oui, et en plus, moi c'est ça, je dirais, le truc qui m'embête le plus avec cette loi, c'est que, en fait, depuis en gros 2005 et 2007, donc en 2007 il y a eu la LRU, la loi de liberté et responsabilité des universités. Donc on est passé en France d'un système de recherche où avant, il y avait en gros des chercheurs avec des postes permanents et des financements permanents pour faire leurs recherches. Un système maintenant où on est sur de la recherche sur projet, donc on écrit des projets, on a des sous pour le projet, et quand on a fini un projet, il faut faire d'autres projets. Bon, les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients, mais actuellement on a un peu le cul entre deux chaises parce que on a des chercheurs qui sont sur encore des postes permanents, mais qui répondent à des appels à projets, mais avec pas beaucoup de sous, donc c'est pas très efficace. Et donc actuellement, par exemple, si on compare la France à d'autres pays, le seul avantage de la France, c'est que justement, elle propose aux chercheurs d'avoir des postes permanents, ce qui permet quand même d'envisager une recherche à long terme, ce qui n'est pas le cas partout. Mais donc, la loi de programmation pluriannuelle va pas forcément changer, enfin, va plutôt dans le mauvais sens, parce que typiquement, elle propose en plus de cette histoire de l'ANR, de créer des postes pour les nouveaux chercheurs, en gros, qui soient des postes des CDI, mais qui durent 5 ans. Donc, les CDI de mission, des CDI ils appellent mission. ça. Et là, je pense que tu mélanges deux trucs. Ouais. Il y a les CDI de mission, qui sont en fait un CDI qui s'arrête quand la mission est finie, donc un CDD, et ce qu'ils appellent les CDD de longue durée, on va dire un peu d'élite, où en fait tu proposes à un jeune chercheur un financement via l'ANR pour un CDD de 3 à 6 ans, qui vient avec l'argent pour faire les expérimentations, et qui est censé derrière ouvrir la place à des concours de haut niveau, DR, tout ça. Ouais. Mais ça reste des postes, dans les deux cas, c'est du travail, on dit, durée déterminée. À durée déterminée, voilà. Et oui, donc c'est voilà, donc il y a ces deux choses-là. Du coup, je trouve que oui, on perd quelque part moi, en tout cas des témoignages que j'ai des gens, des étrangers, typiquement avec qui j'ai discuté sur le système français. Actuellement, le seul avantage du système français, c'est quelque part de proposer des carrières à long terme aux chercheurs, parce que ça permet de faire de la recherche à long terme, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les pays. Vu que, par ailleurs, les salaires, les financements, tout ça sont plutôt bas par rapport à plein d'autres pays. Donc là, le fait de changer ça, finalement, ça revient à enlever un des seuls avantages du système français. Voilà, donc pour l'instant, il y a quand même l'essence, je pense, la majorité des chercheurs qui sont plutôt contre cette loi pour toutes ces raisons. Donc c'est plutôt une loi qui, bon, dans l'esprit, veut donner plus de sous à la recherche, mais qui pas dans la bonne direction. Change pas le problème, quoi. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le problème qu'on évoque, c'est pas tellement le budget global, c'est la façon dont il est réparti. Et à l'heure actuelle, comme il est réparti beaucoup sur projet, il a tendance à favoriser déjà les laboratoires qui fonctionnent très bien et les postes précaires. Ouais, voilà. Et si toi, justement, on disait, par exemple, on te demandait à toi comment il faudrait répartir les financements, ou comment toi tu résoudrais le problème? Est-ce que c'est une question de plus de financement, de répartir différemment? Comment toi, t'aimerais que ça évolue plus? C'est une question difficile. Bon, c'est sûr qu'il y a une question de niveau de financement. En tout cas, je pense que il faut que le niveau de budget soit cohérent avec la stratégie. C'est-à-dire, typiquement, la recherche sur projet, il faudrait que pour que ce soit cohérent et que ça marche bien, il faudrait que le budget soit aligné sur les budgets que d'autres pays qui font ça mettent sur ce type de recherche. Donc, il faudrait que ce soit... parce que par exemple, le même type d'organisme en Allemagne et dans d'autres pays ont un taux de réussite qui oscille entre 30 et 40%. C'est ça. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on peut faire des projets, on a des bonnes chances d'avoir des sous sur un projet, et donc ça marche. Donc
si on veut continuer à faire de la recherche avec des appels à projets, il faut avoir plus de budget, c'est sûr. Sinon, il faut trouver une autre façon de faire. Je sais pas, moi je n'ai pas de bonne réponse à c'est quoi le bon système. Je trouvais que l'avantage de l'ancien système français, c'est qu'au moins ça proposait de la diversité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de pays qui font de la recherche sur projet. Le fait d'avoir un pays qui proposait des financements permanents avec des postes à long terme, ça propose une autre façon de faire de la recherche. Et ça donne aussi, ça fait émerger probablement aussi d'autres types de résultats de la recherche, parce qu'il y a des choses qui sont faciles à financer sur 3 ans, comme des résultats de projet, et des choses qui prennent plus longtemps, et donc sans doute qu'un financement, comme c'était le cas avant en France, ça a fait émerger d'autres types de résultats. Voilà, je sais après, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je sais pas. D'accord, bah, merci. Maintenant, j'aimerais parler de trucs un peu plus personnels, et donc j'ai toujours ma petite série de questions qui est toujours la même. Donc la première, c'est toujours, est-ce qu'il y a un résultat ou un truc que tu as fait dans ta carrière qui t'a rendu particulièrement fier? Je crois pas. D'accord. Alors, il y a un résultat qui m'a fait particulièrement plaisir. Je sais pas si ça m'a rendu fier, mais ça m'a fait plaisir. C'est dans mon premier postdoc. J'ai travaillé sur la modélisation thermodynamique des écosystèmes microbiens. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'était une intuition que j'avais en tête depuis très très longtemps. Oui. En gros, j'avais envie d'appliquer justement des principes de thermodynamique et de physique statistique aux écosystèmes microbiens parce que, je sais pas, intuitivement, je trouvais qu'il y avait un parallèle entre comment on traite un gaz en thermodynamique et un écosystème microbien en biologie. Et donc, quand j'ai réussi à mettre des équations là-dessus, j'étais particulièrement content. D'accord. Après, ça me va très bien. Hein. Ouais, je sais pas, ça me rend pas particulièrement fier parce que je sais pas à quel point ça va être applicable pour de vrai. Mais voilà. Et c'est important pour toi que ce soit applicable pour de vrai à moyen ou long terme? Oui, parce que si j'ai écrit des modèles qui servent à rien, pour moi, c'est pas très satisfaisant. D'accord. Ouais. Non, mais très bien. À l'opposé de ça, j'aime bien aussi qu'on partage des moments de difficulté, par exemple des choses qu'on referait pas de la même façon, ou pour ceux qui risquent de les affronter plus tard. Ouais. J'ai pas non plus forcément de bonne réponse à cette question. En fait, en réfléchissant à tout ce que j'ai fait, je pense que si je le refaisais maintenant, il n'y a rien que je referais pareil. D'accord. Parce que j'ai évolué sur mon métier aussi. J'ai toujours l'impression que je peux améliorer des anciennes manips ou des anciens modèles que j'ai fait. Je peux les améliorer soit dans la façon dont j'avais conceptualisé le truc au départ, soit dans la façon de les présenter, de les contextualiser, tout ça. Donc voilà, j'ai pas de... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouais, j'ai pas de regrets sur la façon dont j'ai fait les choses, mais c'est sûr que si je les refaisais maintenant, je les ferais différemment parce que j'ai évolué, quoi. Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que de temps en temps, on ait quelqu'un qui dise là-dessus, rien de particulier. Non, ouais. Très bien. Et aussi, j'aime bien que tu pourrais nous conseiller quelque chose, un film, une série, un livre, qui traite de science ou pas du tout, hein, mais un truc où tu dis, tiens, ça, regarde-le, lisez-le, c'est vachement bien. Ouais. Alors du coup, ça n'a rien à voir avec la science. Ouais. C'est une série, c'est Trémé. C'est une série américaine qui porte sur la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. D'accord. Et bon, moi je fais de la musique, je fais de la trompette, et bon, ça joue, c'est donc dans la Nouvelle-Orléans, donc il y a beaucoup de choses autour des fanfares de la Nouvelle-Orléans et tout ça. Donc la musique est super bien. En fait, ce qui m'a surpris dans cette série, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est le même qui a fait The Wire, qui s'appelle Sur écoute en français, qui est une autre série très très bien. Et ce qui m'a surpris dans cette série, c'est que il se passe rien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête, de mystère, de trucs. C'est un peu des tranches de vie, et a priori, je me suis dit, ça va être chiant. Et en fait, c'était pas chiant, c'était super bien. D'accord. Je sais pas si ça tient pour moi à la musique ou quoi, mais voilà, c'est une série que, du coup, c'est vraiment ma série préférée. Merci, je la connais pas, j'irai la regarder. Et enfin, pour terminer, si des gens veulent te contacter pour continuer à discuter ou te poser des questions sur son travail, c'est quoi le plus simple? Le mail. D'accord. Ok, donc j'ajouterai ton mail, pas de problème. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.